bien. On peut y aller, Olivier. Tu me dis quand je peux y aller. On entend encore une minute ou deux, puis on y va si la technique n'arrive pas à se préparer. Bon. Ok, j'y vais. Bonsoir à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans cette salle de la RGSTF pour ce premier conseil communal, je pense, dans cette salle. Je crois qu'il n'y a jamais eu de conseil communal. Et avant de commencer l'ordre du jour, je vais vous inviter à respecter une minute de silence à la mémoire de Jean-François Roth, qui était un des membres de la CCAD.
Bien, merci. Bon, le premier point dans l'ordre du jour est le lieu de réunion du conseil communal. Donc ici dans cette salle communale, pas de salle communale, la salle de la jeunesse d'Herbiester. Donc c'est une ratification de la décision. Je pense qu'il n'y a pas de remarque à ce sujet-là. Il fallait bien respecter les distances dues à ce sacré Covid. Et si jamais nous devons poursuivre ce genre de réunion du conseil communal, avec les mesures de distanciation qui sont nécessaires, nous ferons également appel à cette salle d'Herbiester pour le prochain conseil communal ou les prochains si c'était nécessaire. Donc on ne vous représentera pas chaque fois la désignation. Si on doit poursuivre, on poursuivra ici. Pas de remarques particulières? Non. Ok, merci. Le point numéro 2, c'est la démission d'un conseiller communal. C'est la démission de Raphaël Lahaye. C'est une acceptation, je suppose qu'il n'y aura pas d'objection à sa démission. Le point numéro 3, c'est la vérification des pouvoirs. C'est une prestation de serment et installation d'une conseillère communale suppléante en qualité de conseillère communale effective. Et là, je vais appeler Alison Clément, qui est là, de venir prêter serment devant moi. Félicitations, Alison. Bien voilà, bienvenue Alexandre. Le point suivant, il faut bien suppléer le remplacement de Raphaël Lahaye dans les différentes associations ou intercommunales qui lui représentaient la commune. Donc le point numéro 4, c'est l'agence locale pour l'emploi de la commune de Jalais, remplacement d'un délégué à l'Assemblée générale. On vous propose Alison, évidemment, qui prenne la place de Raphaël Lahaye. Le point suivant, c'est l'intercommunal à IDE, remplacement de délégué à l'Assemblée générale. On vous propose également Alison Clément. Le point suivant, c'est l'intercommunal à Tradel, remplacement d'un délégué à l'Assemblée générale. Toujours Alison Clément. Et pour le point numéro 7, conseil de police, élection de plein droit d'un membre effectif en remplacement d'un membre démissionnaire, prise d'acte. Là, on propose Justine Defèche à la place de Raphaël Lahaye. Voilà. Le point numéro 8 de l'ordre du jour, règlement communal relatif à l'octroi d'une prime de naissance, modification. Je passe la parole à Noël Willem, échevine de la petite enfance. C'est une modification sommaire. Le montant de la prime communale de naissance n'est pas changé, mais le bénéficiaire auparavant devait être inscrit depuis minimum 3 mois sur la commune. Je trouve un petit peu dommage que les familles qui s'installent sur une commune soient peut-être pénalisées par ce temps de temps. Il y a des questions sur le sujet. Un remarque.
Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, rapport d'activité 2019 de la Commission locale pour l'énergie du CPAS, prise de connaissance. Noël, je te repasse la parole. Donc, c'est une formalité, c'est un rapport qui doit être porté à la connaissance du Conseil communal chaque année avant le 30 juin et qui reprend le nombre de fois où la clé de la Commission locale de l'énergie a été déclenchée. Et cette année, il y a eu, je pense, trois saisies de la clé. La réunion n'a pas eu lieu parce qu'une solution a été trouvée avec l'assistante sociale qui s'occupe des compléments. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions? Pas de question. C'est une prise de connaissance. Le point suivant de l'ordre du jour, personnel du CPAS, modification du statut pécuniaire et des dispositions particulières, tant administratives que pécuniaires, pour chaque grade repris au cadre du personnel du CPAS. Donc c'est l'ajout d'échelles, B1, B2, B3, donc de gradés spécifiques, et l'échelle C3 et C4, chef de service administratif, qui n'étaient pas encore repris dans les statuts du CPS. Et, je ne sais pas si les questions par rapport à ça, ça avait été approuvé par le collège. Donc ici, c'est pour confirmer cette décision du collège. Oui. Pour résumer une remarque, c'est que on précise que c'est suite au Conseil de l'action sociale du 21 novembre 2019 et du 2 mars 2020. Et le 21 novembre, c'était pas un conseil, c'était un comité de concertation. Nous avons voté. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une rétrocession d'une parcelle de terrain 6 à Jalais, chemin de la Plate 61 à la commune de Jalais. Approbation du projet d'acte. Je passe la parole à Marc Ancion. Donc, suite à l'attribution d'un permis de bâtir en date du 31 janvier 2012, il était prévu que les candidats bâtisseurs devraient procéder à leurs frais à l'élargissement de la voirie à 4 mètres, à la pose d'un tuyau et à la création d'un accotement de 2 mètres. L'emprise ainsi délimitée doit être cédée à la commune. L'ensemble des travaux ayant enfin été réalisés conformément au plan qui ont été mis par la propriétaire, l'acte notarié peut maintenant être signé par l'administration communale. L'emprise concerne une superficie de 55 mètres carrés. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Jean, Didier? Pas de question. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point 12 de l'ordre du jour, constitution d'une servitude de passage au profit du bien 6 à Jalais, rue de la Pagne 47A, approbation du projet d'acte. Et là, je passe la parole à Éric Laurent, les frais d'urbanisme. Quand on rentre dans de la nationale, dans le parking de la commune, si on regarde tout droit, tout au fond, il y a une nouvelle construction là. Et en fait, cette maison-là, elle est enclavée. Pour rentrer chez lui, il doit passer par un terrain communal, parce que le parking, c'est un terrain communal. Et donc, bon, il fait passer, mais enfin, juridiquement, c'est quand même mieux qu'il puisse avoir une certitude. Et donc, il s'agit ici de transférer 3 passages, donc une certitude de passage pour véhicules et piétons, mais aussi pour pouvoir tirer des cadres du sol. Donc, c'est vraiment une certitude qui lui permet d'être désenclavé. Donc, c'est pour pouvoir approuver ici le projet d'acte qui sera passé à cette fin. Je passe à la question. Jean, Didier? Non. Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît?
Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'établissement d'un guide communal d'urbanisme. Décision. Et là, je passe la parole à Éric Laurent. Vous savez, en matière d'urbanisme, sur la commune de Jalais depuis 2006, il y a un document de référence qui s'appelle la Charte communale d'urbanisme, qui date de 2006. Le temps a passé, la législation a changé, puisque nous sommes maintenant sur le code d'été. Et pour pouvoir actualiser ce document-là, et pour rentrer, pour répondre au code d'été, ce que le collège propose, c'est de faire un guide communal d'urbanisme. Donc, ce qu'on vous propose de décider aujourd'hui. Alors, le guide communal d'urbanisme est prévu donc, dans le code d'été. Vous avez vu le document avec toutes les étapes là qu'il faut suivre pour réaliser ce guide communal d'urbanisme. Vous avez vu aussi qu'au cours de son élaboration, régulièrement, le conseil communal a son avis à donner, ainsi aussi que les autres organes de concertation tels que la CCAPL, ce qui sera fait évidemment. Mais en réalité, il faut un auteur de projet, c'est dans le code d'été, pour réaliser un projet sur base évidemment de nos besoins. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de créer un guide communal d'urbanisme qui serait divisé en 3 grandes parties. Une première partie serait les dispositions communes et applicables à l'ensemble du territoire communal, avec toute une série de choses que l'on demande. Ensuite, on délimiterait, un petit peu comme ça existait déjà dans la charte communale d'urbanisme, des aires différentes, des zones différentes. Mais dans la charte précédente, il y avait 2 zones, les zones 1 et les zones 2. Les zones 1 qui étaient plus protégées et les zones 2 un peu moins. Avec le temps, on se rend compte que c'est parfois un petit peu compliqué. On se retrouve dans une zone qui a beaucoup de contraintes, alors qu'on est dans une configuration qui n'est pas du tout correspondante à ces contraintes. Je prends un exemple. Si un candidat bâtisseur veut bâtir dans le centre du beau village d'Herbiester, ici, il est dans la zone 1, mais s'il veut bâtir avant d'arriver dans le village, sur la route qui relie les 4 chemins au village, une partie est aussi en zone 1 et il a les mêmes contraintes. Donc, par contre, celui qui a les mêmes contraintes que celui qui veut bâtir au Bois de Marie au Mont. Donc, ce serait plus intéressant d'avoir davantage de zones avec des contraintes différentes. Donc, ce serait le but de travailler à ça. Maintenant, ce n'est pas encore fait, il y a encore rien fait, mais l'idée, ce serait d'essayer de faire davantage de contraintes. Et puis alors, la troisième partie, ce serait un nuancier des couleurs. Alors c'est une sorte de tableau dans lequel on mettrait différentes couleurs qui sont acceptables sur la commune. Dans le tableau, il y aurait aussi des matériaux qui concernent chacune de ces couleurs-là. Et il y aurait une autre entrée dans le tableau qui reprendrait les différentes aires, les différentes zones. On pourrait ainsi établir pour telle zone on peut faire ceci avec tel matériau, tel couleur, etc. Un petit exemple, si vous voulez, de nuancier. On est un peu loin, mais si je le retrouve. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. C'est loin, hein, je m'excuse, mais donc vous avez les différentes couleurs, les différents matériaux, et puis en colonne, les différents endroits et des croix dans le tableau qui permettent de dire là où vous pouvez faire ça, là où vous pouvez faire ceci, etc. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de nous permettre d'élaborer le guide communal d'urbanisme et de charger le collègue
le collège de lancer une procédure de marché public pour justement désigner un auteur de projet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Jacques, vous avez des questions? Un commentaire de Bénédicte. Nous avons bien compris que ce guide donnera un cadre précis dans lequel devront s'inscrire les nouvelles constructions et les aménagements pour la réalisation des formes de décision de service d'urbanisme. Cependant, il est bien indiqué dans le document que vous avez cité que ce guide ne sera pas contraignant. Nous comprenons que pour ce type de cadre proposé par ce guide, il faudra justifier sérieusement tout désir de s'en écarter. Néanmoins, ne pensez-vous pas que ce guide fera double emploi avec la charte? Et ne serait-il pas plus judicieux d'établir un cadre significatif contraignant pour éviter, comme c'était trop souvent le cas pour la charte, de s'en servir uniquement à l'envie? Alors, depuis le Code d'été, tous les documents communaux, que ce soit les chartes, mais les chartes ça n'existe plus, ce n'est même plus légal ça. Donc on le suit toujours, mais ce n'est plus légal. Ça c'est trop grave. Par contre, le CGI, ça c'est légal. Et alors, il est bien précisé dans le Code d'été que tous les documents communaux ne sont pas contraignants. Donc là, on ne peut pas faire de documents contraignants. C'est indiqué dans le Code d'été. Donc là, on ne peut pas faire. Maintenant, venir dire que ça n'a pas d'influence, il faut savoir que si on s'écarte de ce règlement d'urbanisme, on est obligé de le motiver sérieusement. Donc ça, c'est une obligation. Sinon, on ne peut pas s'en écarter. Et puis, il faut savoir que c'est repris aussi par toutes les instances de la fonction régulière, qui est d'autant plus attentive quand on s'écarte de ce règlement. Il faut savoir que s'il y a un recours, par exemple, contre une décision du collège, si on est en porte-à-faux avec le règlement communal, même s'il n'est pas contraignant, c'est un argument pour celui qui va en recours. Sauf si il est motivé, l'écart par rapport au document est motivé permanemment. Ce qui était d'ailleurs déjà le cas avec la charte communale. Contre les points. Si je respecte. Oui, ça c'est un autre problème. Ça. Donc ça c'est pour toutes les décisions d'urbanisme, comme on l'a déjà évoqué ici. On donne des autorisations. Si c'est respecté, c'est très bien. Si ce n'est pas respecté et que ça passe entre les mailles du filet, il n'y a pas de contrôle, c'est comme on l'a toujours dit. Si on fait un excès de vitesse et qu'on n'est pas flashé, ben voilà, on l'a fait, on est passé outre. Mais si on se fait avoir, là il peut y avoir un problème. Avec toute une série d'outils et de démarches particulières. Voilà. Qui contrôle. Ce sera quand même plus, le guide sera quand même plus contraignant quand même que la charte générale. Il n'est pas contraignant. Il ne peut pas être contraignant. Mais ça, c'est dans la loi. C'est dans le Code d'été. D'autres questions? Guy? Bon, ben, pour nous, vous êtes d'accord que c'est nécessaire, pour le projet, on verra plus. Oui. Toutes les étapes. On n'est pas terminé. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. Oui? Oui? Oui. Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'affaire Netis. Décision d'esprit concrètement justice ratification. Je repasse la parole à Éric Laurent. Voilà. Affaire compliquée, vous le savez. Néanmoins, rappelez-vous, lors d'un conseil communal, le 19 décembre 2019, le conseil avait chargé le collège de désigner un bureau d'avocat, ce qui a été fait, et de l'autoriser, le cas échéant, rester en justice, et de faire la poursuite des procédures si nécessaire. Alors suite à cela,
nous avons effectivement rencontré d'autres communes, rencontré des avocats qui étaient d'accord avec la convention. Et suite à ça, le collège communal a décidé, après toute une série de rencontres, le 27 février 2020, décidé concrètement en justice dans le dossier, notamment, rappelez-vous, des indemnités exorbitantes que Métis avait données à certains dirigeants, puisque leur rémunération avait été plafonnée. Alors, il a été décidé à ce moment-là d'aller en justice au plan pénal, car une déclaration de personne lésée, et aussi au plan civil par une requête en intervention volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a action de Métis au civil contre ces dirigeants-là, et que nous, en demandant dans une requête en intervention volontaire, on a un droit de regard sur la procédure et sur tous les documents. Mais ça ne veut pas dire qu'on est partie civile. Par contre, une fois que ça a commencé, si on est en requête en intervention volontaire, on peut basculer facilement en partie civile par le fait d'avoir choisi ça. Donc ça, c'est une première étape qui avait déjà été décidée. Est arrivé alors, plus tard, on en a parlé au collège communal le 11 mai 2020, un autre problème suite à la vente du fameux distributeur vente qui a été conclue par les dirigeants Métis à l'époque avec Providence, qui est un fonds de pension américain. Et alors, en fait, il y a eu un marché qui a été gagné par Providence, mais Providence avait fait une offre inférieure à Orange, puisque Orange avait fait aussi une offre pour acquérir Bouygues. Or, c'est Providence qui avait fait une offre inférieure qui a eu le marché. Et donc, il y a eu toute une série de tractations. Métis a décidé de confirmer, je pense, Providence pour si Providence se mettait au même montant que offrait Orange. Donc, Métis a dit, parce qu'ils avaient peur d'avoir des retours des dommages et intérêts de la part de Providence, Métis a décidé que Providence peut garder le marché, mais il doit s'aligner sur le montant qui était proposé par Orange. Évidemment, Orange n'a pas entendu de cette oreille et donc allé en justice contre Métis dans cette situation-là. Nous, ce qu'on propose de faire, ce que nos avocats proposent de faire, c'est de faire une requête aussi en intervention volontaire au civil, parce qu'on a des intérêts là-dedans. Maintenant, Inodia fait aussi est aussi au civil pour cette décision-là, mais les intérêts des communes ne sont pas nécessairement les mêmes intérêts. Et je pense que le gouvernement wallon aussi est de la partie. Voilà. En gros, c'est faire une procédure au civil au niveau de cette vente de vous à Providence. J'essaie de vous résumer ça. Toutes les questions. C'est la synthèse déjà. Oui, c'est déjà parti ça. Bien. Nous sommes d'accord. Il est. Donc, nous sommes d'accord aussi. Très bien, ok. On peut passer au vote pour passer Oui. 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 Et oui, merci. Le point numéro 15. Remise
mise en vente de biens gris avec publicité d'un terrain communal situé à Jalais, division 2, c'est-à-dire à Coquet-Fagne. Décision. Et c'est le lot numéro 4. Marc, je passe la parole. Oui, nous proposons de mettre en vente le numéro 4 pour la troisième fois. En effet, celui-ci a été vendu la première fois le 23 octobre 2017, la deuxième fois le 22 janvier 2017. Et comme les deux premiers candidats acquéreurs ont obtenu le financement auprès d'un organisme bancaire, nous vous proposons de les mettre en vente en suivant les conditions arrêtées le 27 février 2017 par le Conseil communal. Le produit de la vente sera rejeté sur le budget de l'État. Y a-t-il des questions? Didier? Non. Jacques? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, création de sanitaires adaptés au PMR à l'Office du tourisme Jalais-Saint et aménagement des abords au but de range de bâtiments accessibles au PMR. Approbation des conditions et du nombre de passations. Suzanne, je te passe la parole. Donc il y a quelques mois, on a eu l'opportunité de répondre à un appel à projet tourisme pour tous. Il avait pour but d'adapter le bâtiment de l'Office du tourisme à l'accueil de la festival classée et principalement les toilettes. Dès lors, sans faire des travaux, il nous a semblé opportun de faire un réussi. L'électricité va être mise aux normes actuelles et nous passerons une multiplication. Les toilettes, comme on a l'espace, on va en faire deux, une adaptée et une traditionnelle. Elles sont ouvertes à l'extérieur et seront donc semi-publiques, ce qui répond à une demande de la population. Tant qu'à creuser, il nous a semblé opportun de passer une citerne en haut de plus de 10 000 litres, à laquelle seront reliés des châteaux, mais également un robinet qui permettra de laver le vélo et d'arroser les fleurs communales. Qui dit mobilité douce, pense vélo et piéton, on va profiter des travaux pour enterrer des câbles afin d'installer des bornes électriques pour charger les vélos, ainsi que des tuyaux de chauffage dans le but de changer la chaudière qui devient vétuste. Enfin, il est à noter que nous souhaitons adapter l'accès de notre site internet aux personnes handicapées sensorielles avec des applications spécifiques et payantes. Bien entendu, cela a un coût qui dépasse nettement le budget initial. L'Office du tourisme va intervenir pour payer certaines adaptations touristiques et le solde sera pris en charge par la commune avec une participation des travailleurs ouvriers et communaux pour contribuer le coût. La fin des travaux est prévue pour avril 2021 et donc maintenant nous allons lancer la Y a-t-il des questions? Didier? Oui, vous parlez d'abord pour recharger les vélos électriques, ce sera gratuit, payant, dans quelles conditions? Actuellement, ce sera gratuit. Ce qu'on va faire, on va tirer tous les tuyaux dans le sol et puis par la suite, on demandera alors un subside. Pour les tuyaux, il n'y a pas moyen, mais après, pour vraiment installer la borne, il faut donner un subside avant un subside. Et personnellement, je pense que ce sera gratuit. Pour le vélo, ce sera sûrement une simple prise électrique Oui. pour voir si ce sera continuellement alimenté. Enfin, Mais ça, c'est pas pour de suite, c'est pour un peu plus tard. Ouais, ça va. Jacques? Non, pas de question. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est session de bout à faire, autorisation. Marc, je te passe la parole. La commune de Jalais loue actuellement 3 hectares 66 de terrain agricole, donc sur d'emploi, agriculteur. Celui-ci exerce son exploitation avec les jeunes agriculteurs de la commune, domiciliaire normal. Donc, vu la loi sur le bail à faire, le règlement communal qui est l'attribution des terrains agricoles aux agriculteurs, spécifie qu'en cas de reprise complète d'une exploitation, le groupe peuvent être transférés vers le nouvel exploitant, comme le conseil communal de l'annonce centrale. L'autorisation de pouvoir transférer ce bail à faire. Des questions, Jacques? Pas de question. Didier? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une convention d'adhésion à l'accord cadre pour les essais géotechniques
les essais géophysiques, les prélèvements et les analyses de sol des projets d'assainissement et d'égouttage conclus par la IDE pour le public. Et on vous demande une adoption. Là, je repasse la parole à l'échelle des travaux. Marc Ancien. Vous savez, quand on réalise des chantiers, on a l'obligation de gérer les terres, de les analyser, de considérer une série d'obligations. Et la IDE, qui fait régulièrement, a conclu un accord cadre pour les essais et l'analyse de terre dans le cadre de ces chantiers. Donc c'est uniquement les chantiers d'égouttage. On propose donc à l'ensemble des communes de la province de Liège d'adhérer à ces marches. Conséquence, pour ne pas devoir créer de nouveaux cahiers spéciaux des charges de service, nous vous proposons de générer cette centrale d'achat mise en place par l'IDE pour l'analyse de sol. Est-il des questions? Didier? Non. Jacques? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale de l'intercommunale CHR de Verviers. C'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur l'approbation des points? Hein? Non, pas de remarque. Didier? Non, toutes les intercommunales se font à distance, alors les AG. Ça dépend des... Il y a des fois où une personne peut y aller. À d'autres moments, il y a des représentants. Et une autre, ouais. Vous avez juste la délibération. La commune qui ont délibéré. Oui, c'est ça, donc il n'y a pas besoin de présence physique pour voir. Non, non. Sauf les communes qui n'ont pas délibéré. Mais si on délibère, il n'y a pas besoin d'avoir de la présence. Vous êtes d'accord? Oui. On peut. Oui, si on votait pour tous les. Enfin, sauf s'il y a des remarques particulières sur des points de l'ordre du jour que l'on va voir ici. Vous voulez qu'on passe point par point ou on les passe tous? On va toujours passer une à la fois, si vous voulez. Donc pour le CHR, on peut voter, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de Raisin. Approbation des points de l'ordre du jour. Et a-t-il des remarques? Non, on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'intercommunal Esséquia. Pareil, approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'intercommunal IDE. Approbation des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Des remarques? On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale de l'intercommunale Néo-Mencio. Y a-t-il des remarques sur l'approbation des points de l'ordre du jour? Pas de remarque. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Et le dernier, c'est l'intercommunal Igno du 29 juin, Qui est posé au 3 septembre. qui est postposé au 3 septembre. Et ben voilà. Et je suppose que là aussi, pas de présence physique pour Union, ou quelqu'un peut y aller, comme ça, au mois de septembre, on a le choix. Et on va voter l'ordre du jour aujourd'hui, alors si c'est possible. Bah, sauf s'il n'y a pas de chance. D'ici là, il y aura peut-être des changements, j'en sais rien. Mais on peut voter les points. Bon, s'il n'y a pas de remarques, on va voter les points. Parce que le conseiller en juin. Trop tard. On peut voter les points de l'ordre du jour? Oui. 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 Oui.
Eh oui, merci. Alors, avant de passer aux questions, on va faire deux petites communications. Je vais faire la première pour vous signaler que nous avons reçu l'accord sur le projet de l'aménagement de la place du Haut-Villeneuve par le pouvoir subsidiant. Donc on a reçu la confirmation de l'octroi des subsides le 21 avril 2020. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore commencé, mais enfin ça avance. Ce qui est très bien. La deuxième communication, je vais passer la parole à Michel. C'est concernant la charte que Bénédicte a proposée avant le confinement. C'est. Vous devez être bien le parole au provincial. Donc cette charte, on l'a proposée à la zone de police de Tagne, au SPW. On attend des réponses de l'organisation de la zone de Tagne et on attend celui du SPW pour avoir le avis. Et on revient avec vous normalement au mois de juin pour discuter de cette charte. On n'a pas perdu de vue, mais franchement, les réponses viennent vraiment très très lentement. Alors, on va passer maintenant aux questions écrites. Oui. Avant de passer aux questions, je voudrais intervenir au nom de notre groupe, si vous le permettez. Sous le prétexte d'éviter une séance trop longue en période de pandémie, vous avez jugé utile de nous rappeler l'article 77 du règlement d'ordre intérieur concernant les questions orales d'actualité. Vous rappelez que ces interpellations, je cite, ne pourront en aucun cas faire l'objet de débat, de décision ou de vote. Pas de décision, pas de vote, on peut le comprendre, dans la mesure où le sujet évoqué ne figure pas à l'ordre du jour. Par contre, ce qui nous dérange fortement, c'est l'absence de débat. Nous estimons que cette disposition est de nature à restreindre notre liberté d'expression et donc le débat démocratique. Ce refus d'ouvrir le débat est d'autant plus regrettable que notre Conseil a été privé de réunion depuis le mois de février. La démocratie communale gagnerait à ce que nos débats soient ranimés au plus tôt, soit dès aujourd'hui si nécessaire. Nous insistons avec force pour que cet article 77 soit modifié ou, à tout le moins, interprété avec souplesse, comme ce fut d'ailleurs parfois le cas précédemment. Bon, je peux vous réconforter directement. Hein. On vous a fait un rappel du règlement d'ordre intérieur de la commune, mais bien évidemment, on vous laisse poser et on parlera des points. Donc on va parler maintenant, on pourra en discuter, hein, n'ayez crainte. C'est juste un rappel, simplement, parce qu'il y a un petit temps d'ici, mais ce n'est peut-être plus vrai, mais on nous demandait d'essayer d'abréger les débats, mais ce n'est plus d'actualité. Donc, on vous a juste rappelé parce que ça fait partie du règlement d'ordre intérieur de notre règlement. Voilà. Dans le niveau de une situation particulière. Simplement, mais il va y avoir du débat, ne vous inquiétez pas. Alors, Effectivement, vous avez eu des pouvoirs spéciaux durant les 2 mois qui vous ont été conférés, c'est tout à fait logique. Et pour nous, une force d'opposition, quelque part, la démocratie a été mise en parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça veut dire qu'on serait vu qu'on puisse se débattre ensemble. tout à fait. Alors, il y a eu des questions écrites qui ont été déposées, notamment par le groupe de Jacques et de Didier. Donc, je ne sais pas par lequel on commence. Il y en a. On peut mettre Vincent en premier si on veut, puis on passera à Luc. Et puis, comme Didier, il y a beaucoup plus de questions et que ça va prendre beaucoup plus longtemps, enfin, on terminera par lui. En tout cas, pour les questions écrites. Ok, donc moi, au nom du groupe, on voulait revenir sur la problématique qui a été soulevée par les habitants de Royauté et cette problématique que nous connaissons tous des voitures et de certains touristes qui viennent photographier leurs véhicules sur ce très bel endroit qui est lié au Royauté. On se dit bien qu'on vient de le dire, si vous aviez notre préoccupation, genre, je le conçois bien, nous le concevons bien, pardon. Ce que l'on voudrait simplement dire, c'est qu'apparemment, cela impacte beaucoup la vie des citoyens dans ce quartier, et que dès lors, je pense qu'il ne serait pas, nous pensons qu'il ne serait pas très compliqué pour M. le bourgmestre
sur pied de l'article, alors je pense que c'est le 135 de la nouvelle loi communale, de pouvoir par exemple interdire le stationnement ou l'arrêt sur ce gué. Je pense que c'est un endroit qui est un magnifique endroit où beaucoup de gens, je pense que les Jalétois de souche, y allaient quand ils étaient petits pour se baigner, même si j'ai lu de la part de Michel que la baignade est interdite. Mais c'est quand même un endroit où les gens aiment se retrouver pour aller se balader, pour bénéficier simplement de l'endroit, du cadre, de la faune, de la flore. Et je peux concevoir que les habitants du quartier puissent à un moment ne plus trop supporter ces désagréments et dès lors, il y a peut-être des solutions comme ce que nous proposions dans notre question écrite, à savoir donc la matérialisation via des signaux E3 à l'entrée du gué, simplement pour interdire l'arrêt sur cet endroit et en laissant passer les cavaliers, les calèches et tous les ayants droit, toutes les personnes qui pourraient y aller. Donc voilà, moi ici nous ouvrons le débat là-dessus. On vous a entendu à travers les médias, mais je pense que c'est le bon endroit ici pour en discuter. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de riverains là-bas, mais il mérite de la part du bourgmestre, puisqu'ici il s'agit de police, que vous ayez une bienveillance et un regard attentif à leurs problématiques. Voilà, je vous remercie. Tout à fait. Comme vous avez pu le voir, on a été interviewé plusieurs fois à ce sujet. Et honnêtement, c'est vrai que personnellement, j'avais vraiment d'autres choses à faire pour l'instant, que de m'occuper de la problématique des voitures. Maintenant, c'est un phénomène qui existe déjà depuis très longtemps, mais qui prend une ampleur, ça devient vraiment absolument excessif. Et là, je vous rejoins, on va intervenir d'une manière ou d'une autre. Et là, Michel, on va parler un petit peu des différentes choses qu'on va essayer de mettre sur pied, mais on pourra mettre des choses sur pied sans aucun problème. Sans aucun problème. Pardon, juste de préciser, je pense que ça donnerait également un cadre légal aux forces de l'ordre qui évidemment, pour le moment et qui pourraient ne peut-être plus agir. Oui, mais tout à fait. Pour l'instant, de toute façon, on est dans le cadre du Covid-19 avec des déplacements qui doivent être essentiels. Donc il y a eu, je l'ai dit, et je peux vous affirmer que ça s'est passé comme ça, il y a eu assez bien de personnes qui avaient des véhicules qui ont pris des PV. Le PV, c'est 250 €. Et quand on a déjà dans la tête de faire plus de 200 km pour venir faire une photo de sa voiture, je crois que ça ne les a pas beaucoup dérangés de prendre 250 €. Honnêtement, franchement, c'est le ressenti que les policiers ont eu. Ils n'en avaient vraiment rien à cirer. Ils étaient là, ils étaient venus de la province d'Anvers pour venir faire des photos. Ils ont été verbalisés quand même. Et c'est vrai que quand ces déplacements essentiels, quand tout le monde pourra se déplacer, il faut absolument qu'on mette sur pied un arrêté de police pour vraiment empêcher ça. Mais là, Michel, je vais... On a reçu aujourd'hui la lettre que je voudrais développer, et on a déjà pensé à l'arrêté de police, pas règlement complémentaire, parce que c'est la semaine passée, ça, donc le règlement complémentaire de l'organisme de conseil communal, mais on a déjà pensé à un arrêté de police interdisant le passage dans les gué, uniquement excepté évidemment charbon agricole et forestier. Ce qu'on a mis dans l'interpellation, interdire le stationnement et l'arrêt à hauteur du pied, je ne sais pas si ça va se solutionner. Parce que bien souvent, il faut aller autour dans le pied avec le jet d'eau pour voir des photos. Donc on ne prend pas que ça nous intéresse très fort de s'arrêter vraiment dans le pied. Et ça n'empêchera pas plusieurs voitures de faire des va-et-vient. Je pense que carrément interdire le passage de pied de tous les deux sont bien sûr charbon agricole forestier et géo, chevaux, vaches. Je pense que là, il existe comme toi, les calèches par exemple, voilà, je ne sais pas si les calèches, elles devraient encore conclure. Alors là, je ne sais pas s'ils y ont droit ou pas, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je ne sais pas non plus, on n'a pas. Mais Il voilà. existe un panneau qui reprend 4-5 catégories qui sont autorisées. Quand je parle aussi de poussage à luminoir, c'est techniquement impossible de mettre le poussage à luminoir dans un chemin de terre. Mais ce n'est pas sur le chemin de terre, c'était sur le chemin qui accédait évidemment vers le
C'est parce que on sait très bien que les véhicules qui viennent sont des véhicules surbaissés et que donc quelque part ça les embêterait d'abîmer leur belle calandre pour venir prendre une photo. C'est une idée, je pense qu'on doit tous travailler dans l'idée de trouver des solutions. Et si je peux me permettre juste deux petites remarques, j'ai entendu que lors des Bug Day de Francorchamps, à vérifier, certains stands offraient une photo gratuite sur le site du guet. Et que 170 voitures étaient venues lors des Bug Shows pour venir faire une photo du véhicule offerte par le stand qui était à Francorchamps. Là, je pense qu'il y a moyen de travailler. Et deuxième chose à vérifier aussi, une grande marque allemande serait venue photographier son dernier modèle sur le guet. Là aussi, je pense qu'on pourrait en tout cas leur rappeler que ce n'est pas permis ou en tout cas trouver des solutions. On reprend l'idée de coussins berlinois. Oui. Je veux dire que les coussins berlinois, dans les niveaux, pour les classer d'après certaines normes, quand on voit les coussins berlinois qui se trouvent sur la route, on a vu le Euro 2, n'est-ce pas? Donc avec le bord moral au ferme, il y en a trois coussins berlinois. Les uns arrivent à 700% parce qu'ils sont problème dessus. Pas à 80 nœuds de camion. Mais là, en voyant au près, c'est une histoire de vitesse. C'est une histoire qu'on ne puisse pas passer. Mais elle sera passée sur le coussin berlinois sans aucun problème. Donc c'est doucement, elle passe facilement au coussin. Donc ça, c'est la bonne chose. L'idée, c'est de trouver des solutions. Ben oui. Je pense que voilà, on peut travailler dans ce sens-là. La solution, c'est de carrément interdire le passage du pays pour voir. À ce moment, c'est pour prendre la photo sur le chemin, ils n'iront pas. Et peut-être les motos, parce que j'ai vu qu'apparemment certains étaient assez fans du passage en moto là-dessus aussi. J'ai appris plein de choses sur. Les motos sont pas reprises dans le signal, c'est autorisé, le chevaux, piétons, vélo, il y a encore 4 ou 5 catégories. Je pense que Mais de toute façon, on trouvera une solution. Hein. On va essayer de trouver une solution. Mais la métropole, c'est provisoire jusqu'au mois de juin, où là, on passera à plus de droits complémentaires. C'est vrai. Aussi, les riverains, c'est pour la vitesse dans le hameau. C'est quand même une petite route, on pourrait aussi envisager de mettre une limite à 30 km/h. Les 30 km/h, il faut des systèmes de. Pour qu'ils soient conformes, le 30 km/h est assez compliqué. Il ne faut pas mettre des 30 km/h comme on a mis à son raster, de ne pas pouvoir verbaliser parce que ce n'est pas conforme. Ça, moi je ne veux plus qu'on le fasse. Donc à 30 km/h, de toute façon, je ne pense pas que les gens viennent pour rouler vite. Ils viennent pour venir là et des fois. Mais 30 km/h, il y a tout un système d'aménagement qui doit être fait pour pouvoir être accepté en 30 km/h. Non, mais il faut les rétrécissements des deux côtés, etc. Donc, on va déjà faire empêcher de passer le guet, et puis je pense que les gens comprendront qu'ils ne peuvent plus venir, bien que s'ils viennent, il faut encore que la police soit là pour les verbaliser. Pour le moment, la police passe de façon très régulière, très souvent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour le moment, mais par la suite, mais il y aura un cadre légal, tout à fait, mais pour l'instant, il y en a aussi, il y a moyen de les verbaliser pour l'instant, mais dans une semaine ou dans quelques jours, il y aura un autre cadre légal, ce sera l'interdiction de passer le guet. Quand vous tapez sur Instagram le hashtag Royaume-Pré, des centaines de voitures qui sont photographiées à cet endroit-là. C'est hallucinant, je ne pensais pas que il y avait autant de monde là-bas. Moi non plus, mais ça dure depuis 2 ans, enfin, mais ça a pris de l'ampleur de plus en plus. On va faire savoir sur les réseaux sociaux que maintenant on peut plus. Ouais. Voilà, je vois que. En plus, je pense que le contrat avec les reste de son parti n'est sûrement pas adepte à ce que ça se passe de ce genre de choses, j'imagine, pour la qualité sous. Voilà. Oui, tout à fait, mais il y a d'autres choses aussi. Oui, bien sûr, mais bon, voilà. Le panneau zone de baignade est toujours présent, alors que ça fait 4 ans que ça ne l'est plus. Est-ce que le SPO doit le relever ou... Il y a toujours marqué zone de baignade de Royaume-Pré, donc les gens qui passent par là, ils ne connaissent pas la situation, pourraient croire que c'est toujours une zone de baignade. Oui, il y a une zone de baignade qui n'est pas conforme, donc on ne peut pas s'y baigner. J'ai été classé par la région Wallonne en 2016. Oui. Donc on regardera pour l'été, pour voir ce qui fait vraiment bon. On a tout le droit. Bah oui, on n'empêchera pas les gens d'y aller. Hein. Bon, je crois qu'on peut clôturer ce point-là. Il y avait un autre point également de Luc. Oui, ça concerne une prise de parole du ministre d'Allemagne
mardi dernier, donc le ministre du Logement, Oui. qui rappelait qu'il existait un prêt à l'OCAPRE, un prêt à taux zéro accordé aux locataires qui sont impactés par la crise du coronavirus. Et il avait en tête visiblement particulièrement un secteur comme l'ORECA. Et donc il rappelait aussi que la date pour l'instant de dépôt des candidatures pour obtenir ce prêt, c'est le 30 juin, même si on se doute que ça va être prolongé, on imagine bien. Donc on voulait rappeler dans la question que ce dispositif de demande passe par les communes et les CPS. Ouais, pas vraiment. Si je peux me permettre de t'interrompre. Oui, voilà, il faut voir si oui, le LOCAPRE, en fait, il y a moyen de trouver l'information, mais d'une façon qui n'est pas peut-être super simple, mais sur le site internet, il y est déjà. Mais il faut aller voir sur le site de la commune, information Covid-19, et aller voir dans urgence sociale. Alors, on a reçu de la région wallonne un espèce de kit avec des informations pour la lutte contre la pauvreté. Maintenant, le LOCAPRE, franchement, aussi bien au niveau du CPS qu'à la commune, on n'avait rien reçu de très particulier comme information. Donc on s'est permis de les contacter et nous avons eu la réponse aujourd'hui, 25 mai, par la chef de projet qui s'occupe du LOCAPRE, comme quoi, que je lis ce qu'elle nous a écrit, le LOCAPRE est octroyé uniquement par la Société Wallonne du Crédit Social, du logement, sur inscription des demandeurs sur le site internet et après analyse du dossier. Donc c'est quelque chose qui dépend uniquement de la Société Wallonne du Crédit Social du logement. Alors je ne sais pas l'information qui a été donnée dans la presse, ce qu'on doit en faire, parce qu'on n'a rien reçu d'autre de la part du ministre, ni d'aucune instance, ni au CPS, ni à la commune, mais en tout cas, la responsable du projet LOCAPRE, voilà ce qu'elle nous dit. C'est uniquement pour la Société Wallonne du logement. Pour leur clientèle, on va dire, suite à une demande, et il faut encore que les dossiers soient analysés pour qu'ils soient acceptés. Oui, mais... Le problème, c'est que si les gens le savent, oui, mais le crédit social... Je n'étais pas au courant de ça. Ben non, mais enfin, ça c'est la réponse, on peut la communiquer de la responsable. Voilà, ça précise les choses. C'est un peu... Ça met un peu... ça nous concerne pas nous. Et ça met un peu cette prise de parole en porte-à-faux parce que c'est un peu un effet d'annonce. Il ne faut pas aller annoncer ça si effectivement ça ne passe pas par les communes et les CPS. Donc ça c'est un peu problématique. Il y a une faute qui est passée par les AIS par exemple. Il fallait aussi piocher la faute. Et dans ta question, j'avais l'impression qu'ils s'adressaient à des indépendants. En fait, c'est pour les résidences, les personnes qui sont en difficulté de paiement. Donc, nous, comme on l'a compris, c'était l'idée que ce soit des indépendants qui louent leurs locaux, des indépendants dans l'ORECA. C'est ça qu'on avait en tête. Oui, mais l'ORECA était fortement impacté. On s'est dit, c'est vrai que si cette mesure-là est possible pour des gens qui travaillent dans l'ORECA et qui louent les lieux dans lesquels ils travaillent, c'est vrai qu'avant d'obtenir peut-être une aide, peut être positive. C'est pour le locataire de logement privé, pour ceux qui ont un bail étudiant, rien à voir. Rien à voir avec les habitants. Ben oui, donc l'information était... Oui, c'est non, c'est ça. Voilà. Voilà. Non. Ben voilà, mais c'est pas vous dire autre chose que de vous donner la réponse qu'on a eue de la personne responsable du projet. Donc, sauf si changement, dans les jours qui viennent, vous nous enverrez des nouvelles informations ou des nouveaux règlements ou quoi, mais pour l'instant, voilà. Mais je pense que ça vaudrait la réponse peine. d'aujourd'hui. Je pense que je vais le faire, contacter le cabinet du ministre d'Hermann en disant comment se fait-il que. Parce que si nous on l'a compris comme ça, on ne doit pas être les seuls à l'avoir compris comme ça. Et c'est tout à fait erroné. Non, mais il est écrit, la volonté du gouvernement est que cette mesure puisse bénéficier aux locataires travaillant dans les secteurs dont la relance sera probablement plus tardive comme l'ORECA. Entre guillemets, donc, si le ministre dit, on imagine que quand même, ça a quand même quelque chose de pertinent pour les travailleurs dans le secteur. Je cite vraiment ici, à mon avis, c'est ça la différence.
Non, mais déjà, c'est vrai, toute personne qui est impactée et qui serait dans les conditions, c'est déjà une très bonne chose, pour autant que ce soit gérable et que voilà, ça ne reporte pas un problème à plus tard. Mais l'idée aussi de l'ORECA n'est pas une mauvaise idée. Voilà, le sujet tombe à plat parce qu'on va quand même écrire le cabinet des ministres. On va faire des milliers de milliers de personnes qui travaillent dans l'ORECA, le serveur, c'est pour ça que ça vise dans ce sens. Mais, voilà. Oui, d'accord. Tu travailles dans l'ORECA, mais tu es plus lourd à l'autre. Voilà. Alors, c'est toute la population qui pourrait être dans les. Tout ce qui est colocation, location. Ok, ben merci pour la précision. Ah oui, mais c'est évidemment. D'avoir un peu. On s'est dit, on aime peut-être passer à côté de quelque chose, mais apparemment non. Ouais, non, ben. Nous, on est l'article de presse. Apparemment non. Ça pourrait arriver, hein. Ça peut arriver, ce serait une bonne chose. Je pense que toutes les aides seront bonnes pour ces personnes qui sont dans le secteur et qui sont sûrement dans des difficultés importantes. Ok, merci. Maintenant, on peut passer peut-être sur les questions de Didier. Oui. Donc, le 15 avril dernier, l'ONDRAF, c'est l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, l'ONDRAF a lancé une enquête publique concernant le stockage géologique au souterrain des déchets nucléaires sur le territoire belge. Depuis 1975, il y a en Belgique plusieurs réacteurs nucléaires qui produisent non seulement de l'électricité, mais aussi des déchets nucléaires plus ou moins fortement radioactifs. Certains de ces déchets resteront dangereux pour la santé et l'environnement pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Depuis 1975, de nombreux scientifiques, spécialistes en environnement, écologistes, mais pas seulement, dénoncent cet état de fait. On produit des déchets nucléaires très dangereux et on ne sait pas quoi en faire. Je dis bien, ces déchets sont produits de façon continue depuis 45 ans et on n'a toujours pas la moindre idée de comment s'en débarrasser. On les accumule en attendant de trouver une solution. La solution actuellement proposée consiste à stocker de façon définitive ces déchets dans des galeries souterraines creusées dans des couches géologiques à grande profondeur. Ces couches géologiques sont supposées être stables, c'est-à-dire que l'on espère qu'elles resteront en l'état pendant plusieurs milliers d'années. Il faut bien être conscient du fait qu'il est impossible de conditionner ou d'emballer ces déchets de manière définitive. Le rapport de l'ONDRAF indique clairement que les conteneurs sont prévus pour résister tout au plus quelques milliers d'années. Après cela, les déchets radioactifs se répandront dans le sous-sol et on espère qu'ils auront perdu leur dangerosité avant d'atteindre les zones du sous-sol avec lesquelles nos descendants seront en contact. C'est bien là qu'est le problème. Nous allons léguer à nos lointains descendants des dangers qu'ils n'ont pas demandés et auxquels ils ne pourront probablement pas faire face. Qui peut dire où en sera l'humanité dans 10 000 ans? Si on regarde en arrière, il y a 10 000 ans, c'était le néolithique, l'invention de l'agriculture, la première cité. Depuis lors, des civilisations se sont développées puis se sont éteintes. Il y a eu aussi plusieurs périodes où les connaissances de l'humanité ont été perdues. On ne peut pas croire que le monde va rester immuable pendant plusieurs millénaires. On ne peut pas croire que nos descendants garderont la connaissance que nous avons aujourd'hui en matière de sciences et de technique. Nous ne pensons pas que le stockage géologique soit une bonne solution. De plus, le moment où cette enquête est réalisée pendant la pandémie de Covid-19 nous semble pour le moins inopportun. Est-ce que la commune de Jalais va réagir officiellement à cette enquête pour signifier son opposition au projet d'enfouissement de déchets radioactifs dans le sous-sol de notre région? Il n'y a pas de bonne solution au problème des déchets des centrales nucléaires. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter le plus rapidement d'en produire. Autrement dit, il faut mettre en œuvre le plus rapidement possible un plan de transition énergétique qui permettra d'arrêter définitivement les centrales nucléaires. Pour soutenir cette nécessaire transition énergétique, nous proposons que la commune de Jalais choisisse un fournisseur d'électricité qui ne propose que de l'électricité provenant de sources renouvelables en excluant l'énergie nucléaire. Ce serait une belle manière de montrer que Jalais est une commune tournée vers l'avenir. Voilà. Je voudrais, au nom du groupe Choisir Ensemble, appuyer évidemment les propos qui ont été prônés par Didier au nom du groupe OSE. Et nous aimerions savoir
aussi comment la commune de Jalais allait réagir à ce projet de l'ONDRAF. Mais voilà, donc la question, j'ai noté, est-ce que la commune de Jalais va réagir officiellement à cette enquête pour signaler son opposition au projet d'enfouissement des déchets radioactifs dans le sous-sol de notre région? Je crois que cette question, ce n'est pas le bon moment de se la poser pour l'instant. Je suppose que vous avez bien regardé ce que voulait faire, enfin ce que devait faire l'ONDRAF, et il parle de plusieurs étapes en plusieurs dizaines d'années. Et la première étape, la toute première étape, donc maintenant, porte sur le principe du type de destination finale de ces déchets. Destination finale des déchets. Donc là, je ne vois pas, en tout cas, moi, je pense que ici autour de la place, il y en a beaucoup d'autres aussi, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre de ces déchets. Parce que c'est ça, la question, c'est que va-t-on faire de ces déchets? Et les conclusions de l'enquête que fait l'ONDRAF pour le moment, c'est à dire, y a-t-il une autre solution que l'enfouissement des déchets? Si vous avez une idée, moi je veux bien écrire à l'ONDRAF pour dire ce qu'on doit faire des déchets. Parce que c'est ça, la question qui pose pour le moment, et dans l'enquête publique, c'est ça. On ne parle pas du type de roche dans laquelle on va enfouir des déchets. On ne parle pas non plus de cartes, d'endroits, de lieux où on pourrait le faire. On veut savoir que va-t-on faire des déchets. Et en fait, c'est une question sur laquelle la Belgique doit absolument répondre. Parce que je suppose que vous avez tous lu que dans l'OCDE, il n'y a que 3 pays qui n'ont pas encore décidé ce qu'on allait faire des déchets. Il y a l'Italie, le Mexique et la Belgique qui n'ont pas encore pris de décision. Tous les autres pays, ça en fait au-delà de 100, ont pris comme décision que la seule possibilité que l'on avait à l'heure actuelle avec ces déchets radioactifs chauds, là, ou un peu dangereux, enfin très dangereux, et moyennement dangereux, la seule possibilité connue actuellement au niveau technique, c'est les enfouir dans des galeries certainement souterraines ou en surface ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Mais si vous avez une autre idée de ce qu'on va faire de ces déchets, je vous rappelle quand même, je suppose que vous avez tous lu parce qu'on a quand même eu de la lecture, les jeter dans les océans, etc., on ne peut plus le faire. Les mettre dans les plaques, les plaques qui glissent, on ne peut plus le faire non plus. Les envoyer dans l'espace, interdit aussi. Ben oui, mais ce serait une solution. On les envoie hors de... Oui. Non, mais on ne peut pas le faire. Non, mais je dis, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité? Les mettre sur la Lune, on ne peut pas le faire non plus. Donc à un moment donné, il faut, et c'est là que la Belgique doit se prononcer, y a-t-il d'autres solutions que d'enfouir les déchets radioactifs que l'on a produits et qui sont là, quoi que l'on fasse, qu'on produise de l'électricité avec des éoliennes en pédalant, avec des panneaux solaires, n'importe quoi, les déchets radioactifs, ils sont là, et ils sont là pour des milliers d'années. Tout le monde le sait bien. Donc il faut bien... Ah non, laisse-moi terminer. Vous le savez tous bien, donc il faut qu'on en fasse quelque chose. Alors on ne peut pas non plus les envoyer dans des pays parce qu'on va se dire, nous, on ne les veut pas. Hein, comme on a fait il y a des années d'ici avec des déchets qu'on a envoyés dans certains pays parce qu'on ne voulait pas les traiter chez soi. Donc ici, chaque pays, et la Belgique est méchamment en retard, il faut absolument qu'elle définisse si oui ou non elle va enfouir les déchets nucléaires. Si vous avez une autre solution des déchets nucléaires que l'on a, qui existe, vous me le dites, moi, je veux bien répondre à l'ONDRAF. Mais est-ce que c'est ça la question de l'ONDRAF, hein? La première étape, c'est ça. Y a-t-il une autre solution pour les déchets? Vous avez bien compris qu'on n'est pas du tout satisfait, il faut bien nous dire maintenant, les déchets ils sont là, il faut tirer votre plan avec, parce que nous ça fait 40 ans qu'on dit qu'on n'en veut pas. On sait bien qu'un jour il y aura un problème parce qu'on ne saura pas quoi en faire, et on y est, le problème est là, et on nous met devant le fait accompli. Donc
De ce point de vue-là, déjà, on n'est pas très content. Maintenant, le fait de stocker en grande profondeur, l'idée, c'est de faire des galeries à plusieurs centaines de mètres sous le sol, de fermer définitivement ces galeries sans plus aucun contrôle, sans savoir s'il n'y a pas des archéologues dans bilan. Ah si, hein? Non, c'est un stockage fermé définitif, il n'y aura pas de contrôle. On n'avait pas lu le document. Non. Ah si. Ah non, non, Ah, les si. galeries, les puits profonds, ça c'est définitif. Mais c'est pas des puits profonds. Pas les galeries. Les galeries, c'est pas. Elles peuvent être pas très profondes, les galeries. Et alors pour ajouter aussi, il faut savoir que nous avons des conventions internationales et que l'Europe aussi impose, via 2011-70 Euratom, impose à chaque pays une politique de gestion à long terme de ses déchets. Donc on doit le faire. Depuis 2011, la Belgique doit décider. Et pas et surtout pas non plus les conserver comme maintenant, parce que là, les risques à plus long terme sont importants. Oui, ça je dirais que depuis 2011, on est obligé de dire ce qu'on va en faire. La Belgique ne décide pas. On décide au contraire de prolonger la ville centrale, donc on va encore produire plus de déchets quand on ne sait pas quoi faire. Non, il ne faut pas maintenant, le sujet. Il faut savoir aussi que les stockages aux États-Unis, ils ont eu un problème avec le stockage. Hein. Il y a un fût qui a eu un problème qui a pris feu. Ça a coûté 2 milliards de dollars parce qu'un fût a pris feu. Mais si ça se produit sur des centaines de fûts, ça peut être ingérable. Hein. Donc, les stocker dans le sous-sol et puis dire ils sont là, c'est pas une solution non plus. C'était pas dans le même contexte des accidents aux États-Unis. Voilà. C'était pas dans le même contexte. Donc non, c'est un fût qui a pris feu. S'il prend feu à la galerie, ça peut. Je répète ma question. Avez-vous une autre solution que tu peux proposer à Londra? La solution, ce serait maintenant le développement des techniques. Il faut savoir que quand on a décidé de fabriquer des centrales nucléaires comme elles se font maintenant, ça a été décidé dans les années 60, il était prévu d'avoir après des super réacteurs qui pourraient traiter le plutonium, et puis un troisième type de réacteur qui, avec un accélérateur de particules, pourrait désintégrer les dernières matières radioactives. On n'a jamais développé que la première phase, parce que la deuxième, ça coûtait trop cher, et la troisième, c'était impossible. Si vous avez bien lu je ne sais pas quoi faire. Si vous avez bien lu tous les documents de Londra, ils n'auront pas de là. Mais à l'heure actuelle, maintenant, il faut que la Belgique se positionne de ce qu'elle va faire de ses déchets nucléaires. Oui. Avez-vous une autre proposition à leur faire que l'enfouissement dans des galeries souterraines ou un jour, parce que ce n'est pas vrai ce que vous dites, et Eric a raison, c'est dans les puits où on ne sait plus avoir accès, qu'avoir des galeries protégées dans lesquelles on pourrait mettre ces fûts qui pourraient, après, s'il y a des problèmes, être modifiés, etc. Et peut-être réutilisés dans un futur, quand on aura une meilleure technologie, on pourra peut-être réutiliser ces déchets radioactifs qui sont des déchets maintenant et qui plus tard seront peut-être un combustible, on n'en sait rien. Mais avez-vous à me proposer une autre solution à faire à Londra avec nos déchets actuels sur lesquels on doit faire quelque chose? Et c'est la première étape du développement. Toutes les autres étapes du développement reviendront dans les communes et dans le public, où c'est une enquête publique du public qui doit dire si les gens ont une autre solution à proposer pour mettre à l'abri ces déchets radioactifs. Avez-vous quelque chose à proposer? L'enquête de l'ONRAF ne porte que sur le stockage en couche géologique profonde. Il y a d'autres, depuis 40 ans, ils n'étudient aucune autre solution technologique. Donc, ce qui, à mon avis, conviendrait de faire actuellement, c'est dire d'abord qu'une enquête qui durera un mois dans une période comme on a maintenant, de toute façon, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Il y a d'autres pays où il y a un débat public qui est prévu pour durer 10 ans sur le sujet. Et nous, il faudrait qu'en un mois, le public puisse se prononcer. Il n'y a que 3 pays qui n'ont pas pris de position. Il n'y a que 3 pays qui l'ont fait. Oui, mais après combien de temps ils ont décidé en un mois? Donc, il n'y a que 3 pays, l'Italie, le Mexique et la Belgique. Sinon, tous les autres pays de l'OCDE qui ont des déchets ont choisi la voie. Et ont choisi la voie des galeries. La commune pourrait, sur l'enquête de l'ONRAF, déclarer officiellement qu'on n'est pas d'accord sur la méthode, qu'on n'est pas d'accord d'accepter ça dans des délais si courts. Et le stockage, de toute façon, en surface, il peut durer 100 ans d'ici à ce qu'on trouve une solution. Non, parce que
dans toutes les décisions qui ont été prises et dans toutes les obligations que doit faire la Belgique, qui n'a pas encore fait, il a été décidé par le gouvernement, donc il y a quand même un gouvernement belge qui décide, que la consultation, comme elle est proposée par l'ONDRA, n'est pas incompatible avec les mesures de confinement, je lis, parce que comme ça je ne fais pas d'erreur, n'est pas incompatible avec les mesures de confinement, puisque cette consultation ne prévoyait ni tenue de réunion, ni panel d'experts, ni nécessité de contact physique entre les personnes. Donc tout est publié sur un site que tout le monde a accès et où tout le monde peut aller dire ce qu'il pense. Tout le monde. La population est informée, parce que quand on regarde le journal télévisé, Écoutez, c'est une demi-heure, c'est une non, demi-heure pour faire. mais d'accord, mais les informations, il ne faut pas oublier que tout ça a été publié il y a déjà des années au Moniteur belge. Tout Belge est censé connaître la loi, tout Belge devrait aller consulter tous les jours en se levant le matin le Moniteur belge pour voir ce qui s'y passe. Mais plus personne ne le fait, comme disait quelqu'un. Mais de toute façon, les gens sont au courant puisque c'est médiatisé. On l'a vu dans la presse. Hein. donc l'accès, on peut remettre sur le site de la commune le lien pour aller voir et pour aller se rendre sur la consultation publique et que tout le public peut aller consulter toutes les sens. Enfin, il y a de la lecture, hein, et c'est même très intéressant parce que il y a plus que ce qu'on parle pour le moment dans toutes les explications et dans tout ce qu'ils expliquent. Mais toute personne peut y aller et c'est une procédure qui a été validée. Donc on ne revient pas sur la procédure qui, je répète, va dépendre de plusieurs étapes et ces plusieurs étapes vont durer des dizaines d'années. Je n'ai pas dit des années, des dizaines d'années. Je ne sais pas si vous avez regardé dans les pays qui ont déjà pris des décisions et qui ont déjà pratiquement des sites connus et dans quelle roche ils vont mettre les déchets toxiques. Ils espèrent pouvoir mettre en service ces tunnels de stockage en 2050 ou 2060, en 2020, donc dans 40 ans. Donc moi j'imagine que c'est pas dans 40 ans, ce sera encore bien plus loin. Alors la Belgique, on est encore nulle part, et on est toujours qu'à la première étape où il n'y a plus que 3 pays dans le monde qui n'ont pas encore décidé, je répète, l'Italie, le Mexique et la Belgique. Et la seule question qui est à se poser maintenant, c'est y a-t-il une autre solution que l'enfouissement des déchets radioactifs pour l'instant, à l'heure actuelle, avec notre technologie que l'on connaît maintenant. Et peut-être avoir la possibilité plus tard de réutiliser ces déchets radioactifs pour d'autres choses. Donc voilà, moi si vous avez une solution, mais la commune de Jalais, on n'ira pas dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Vous entendez, c'est un peu le problème des déchets nucléaires, on reporte ça pour dans 40 ans, ce sera pour les générations futures. C'est vraiment typiquement le problème des déchets. Mais non, il y avait pas de position aussi. Ce qu'il y a surtout aussi, c'est quand même, je pense, le Parti écolo, qui a vraiment demandé en 2017 et 2018, avec plusieurs ONG d'ailleurs environnementales, de faire cette consultation via un site. Oui. Vous savez ça, donc. La consultation actuellement. La consultation. On a le choix entre une solution ou rien. Mais non, pas rien. Il y a 30 ans d'ici, les déchets nucléaires, on les jetait dans la mer du Nord. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas une bonne solution. Tout à fait, donc il faut bien qu'on aille quelque part. Oui. Mais si on veut rester à ne rien faire, il n'y aura plus que la Belgique qui ne va pas décider ce qu'ils vont faire de leurs déchets. Mais je pense qu'ils vont vraiment devoir décider. Et la première étape, je répète, première étape, et après il va y avoir d'autres consultations du public, d'autres consultations des communes, d'autres consultations de... Si jamais des sites doivent être proposés, il va y avoir des consultations, des permis d'environnement, des enquêtes publiques, de tout ce qu'on peut imaginer. Et je suppose que vous avez quand même bien lu, si vous avez bien tout lu, parce qu'il y a beaucoup à lire, tous les sites où il y aura de l'eau en proximité ne devraient pas être choisis. Hein? On est bien d'accord, de l'eau. Ben ici, s'il n'y a pas d'eau, il y en a nulle part en Belgique. Hein? Donc, je ne vais pas dire que ça ne va pas nous concerner, parce que c'est possible. Il y a le schiste ardoisier, donc, qui est une technique où on peut éventuellement stocker des déchets nucléaires. Donc ça, c'est dans notre région. Mais aucune étude dans le monde n'a jamais été faite sur la possibilité de stocker des déchets nucléaires dans le schiste ardoisier. Donc,
ça m'étonnerait qu'on lance ici en Belgique la seule étude mondiale dans le schiste ardoisier avec toutes les nappes et la production d'eau que nous avons dans nos régions. Mais voilà. Mais en tout cas, ici, on nous interroge, l'ONDRAF, sur la première chose, que va-t-on faire ou que peut-on faire avec nos déchets radioactifs. Et là, il faut que la Belgique bouge, hein. Ce n'est pas rien à faire. Les citoyens pourront eux-mêmes aller remplir le... Ah bah oui, c'est ce qu'ils doivent faire, bien sûr. Maintenant, il y avait aussi une proposition, ce serait que la commune passe sur un fournisseur d'électricité qui exclurait l'énergie nucléaire de son panel, ce qui pourrait montrer que... Enfin, non, pour l'instant, en tous les cas, non. Parce que faut quand même savoir que l'énergie électrique est quand même massivement produite par l'énergie nucléaire, hein, toujours à l'heure actuelle. Que si on ne le fait pas, de toute façon, on l'achètera chez des pays voisins qui, où ce sera des productions nucléaires. Et on est en train de voir quand même de plus en plus de la production d'énergie verte, on va dire comme ça. Mais de l'énergie renouvelable, quand on voit les centrales électriques en Allemagne, elles nous polluent vraiment beaucoup plus que pour l'instant les centrales nucléaires belges. Enfin, moi, c'est mon avis en tous les cas. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et la pollution des nuages, des chaudières à charbon dans le monde, parce qu'il y en a qui ont des stocks de charbon pour produire de l'énergie pendant des centaines d'années, c'est loin d'être terminé, ça je peux vous l'assurer. Voilà. Je voudrais rajouter deux, trois petites choses par rapport au fait que la discussion, en fait, elle est encore, comme vous disiez tous les deux, aux prémices. C'est passé donc en commission climat. Mais ça va revenir en débat en plénière à la Chambre, sur base de l'article 88, que les présidents de parti ont demandé à ce qu'on revoie et qu'on redébatte de ça de manière posée, parce qu'il ne s'agit pas d'effrayer les gens en disant on va planter, on va aller déposer des déchets nucléaires dans le fond de votre jardin. Je crois qu'on n'en est pas du tout à cela. Comme tu l'as dit, ça va durer des décennies. Certaines sources évoquent déjà certaines villes de Flandre pour leur sol argileux, effectivement loin de cette masse d'eau. Et des communes comme Ypres sont déjà citées au sein de la commission climat qui s'est réunie la semaine passée, et que donc vraiment pour l'instant, c'est vraiment une analyse des possibilités, mais pour l'instant, en tout cas c'est ce qu'ils disent, il n'y a pas d'autres alternatives qui permettraient, en attendant que la science avance, de pouvoir les entreposer pour le moment. En tout cas, c'est ce qui est dit. On me dit qu'ici en Belgique, on a l'équivalent d'un terrain de football sur 2 mètres. Ça, c'est ce que l'on a comme déchets nucléaires en Belgique. Il faut qu'on trouve une solution, c'est sûr, mais je ne pense pas qu'elle va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 10 ans. Et la question qu'il faut se poser, c'est, je ne sais, honnêtement, l'idée, c'est de se dire quelle est la moins mauvaise solution pour les entreposer en attendant peut-être que la science nous permette de trouver une solution. Le terrain de football sur 2 mètres, c'est le volume, mais on ne peut pas tout stocker à court d'autres, il faut une distance énormément défue. D'accord, c'est pour que les gens aient une idée de ce que cela représente pour la Belgique. Mais ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout encore à une désignation de lieu où on pourra le faire. Sur le projet qu'on va discuter, c'est l'échange. L'argile de Baume, en région anversoise, c'est une couche d'argile particulière, c'est le seul endroit depuis 40 ans où ils font des essais, et c'est pas encore concluant, les essais, ils ne peuvent pas encore dire c'est bon, on va y aller. Et on ne peut pas faire des essais pendant 10 000 ans pour dire maintenant on peut les mettre. Mais on sort de ce qu'on demande pour le moment. Pour le moment, on est toujours qu'à la première étape. Que doit-on en faire? Je pense que le reste, il faut encore discuter. Bah oui. Je pense que ça va encore faire le flux de nos débats et on en est encore très loin. Dans l'enquête publique, elle est là, ça a été décidé qu'elle soit publiée sur Internet, toutes les personnes peuvent y aller, toutes les personnes peuvent aller mettre ce qu'ils veulent dessus. Mais de là à dire que la commune de Jalais n'est pas d'accord avec le système d'enfouissement des déchets, moi je ne dirai jamais ça. Parce que je ne sais pas très bien ce qu'on peut en faire d'autre. Parce que je te dis, si tu as une idée de ce qu'on peut en faire, il faut le dire, parce que je vois que tout le monde, personne ne sait ce qu'on peut en faire. Ils sont là. Il ne faut pas dire qu'on ne va plus en produire, ils sont là pour des milliers d'années. Des milliers et des milliers d'années. Michel, ce qui serait intéressant aussi quand même, ce qui dit dans sa deuxième formulation de question, c'est de dire, nous, commune des Jalais, on peut aussi fonctionner
fonctionner autrement pour ne plus produire ce côté des déchets qui aussi bien qu'un jour ou l'autre qui de nous péter tout ça à la figure. Et par nous, ma génération, c'est pas parce que ça a toujours fonctionné comme ça qu'on a continué à fonctionner comme ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais oui, mais... Non, je n'ai pas dit ça, mais voilà. Il faut ajouter que les déchets nucléaires, ce n'est pas uniquement par production d'énergie. Il y a des déchets nucléaires du médical, de l'industrie. Oui, il y a moins grand. Oui, limite, je vais chercher ça. Au niveau de la production d'électricité, vous savez tous que la production doit être égale à la consommation. Si la consommation augmente, la production doit augmenter, sinon il y a le système perd. On est bien d'accord. Et ça, pour le moment, on est incapable de le faire en se passant des centrales nucléaires. Pour le moment. Mais pour terminer sur une note positive, la recherche et les investissements avancent très vite pour trouver des solutions énergétiques alternatives et la commune de Chalais travaille assez bien sur l'énergie alternative, sur l'économie d'énergie, etc. On a le Corpolec, on a un projet de chaudière à bois de Chalais, et ça n'arrête pas, quasi chaque semaine, on parle des problèmes de production d'énergie. Et toujours dans le sens d'essayer d'avoir de l'énergie beaucoup plus propre. Toujours. Oui, limite. L'enquête, tout ça. Mais Stavlo a voté une motion contre le fait de l'enfouissement des déchets chez lui. Malmedy va le faire, Bielsa l'a déjà fait. Oui, on ne va pas dire qu'on est pour. Mais non. Ouais, il faut quand même un discours un petit Ici, peu. On ne va pas dire jamais d'accord, amener des non, mais non, c'est pas la question. Ouais, mais... La question n'est pas de dire où on va enfouir les déchets. Je sais pas, la question est de savoir que va-t-on faire des déchets. À part les enfouir dans des couches géologiques le plus stables possible, c'est compliqué parce qu'elles ne seront pas stables des milliers d'années. On ne sait rien faire d'autre avec les déchets. On ne sait pas les envoyer dans l'espace, on ne peut plus les mettre dans les mers, on ne peut plus les mettre nulle part. Il faut qu'on les mette quelque part dans des zones sécurisées au maximum. Mais pour le moment, l'enquête qui se passe, la question pour le moment de l'enquête n'a rien à voir avec l'endroit, dans quel site, dans quelle roche, rien à voir. C'est pas maintenant, c'est plus tard. Donc plus tard, on aura toujours l'occasion, et on aura bien évidemment l'occasion de répondre au fait que on n'en veut pas. Je crois que répondre comme on fait, ben, c'est leur choix de répondre, mais ils ne répondent pas à ce qu'on demande pour l'instant. Bon, il faut répondre à ce qu'on propose, pas à ce qu'on ne voudrait pas voir dans le futur. Dans le futur, on aura toujours l'occasion de donner notre avis dans les étapes suivantes. Et les étapes suivantes, ce sera d'abord définir le type de roche dans lesquelles ils espèrent les mettre, et puis après définir des lieux, et puis après avoir les permis d'environnement, les permis de ceci pour pouvoir les mettre dans ces lieux. Ça va prendre des dizaines d'années. Et là, on aura encore bien la possibilité de répondre à ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui est proposé. Je crois qu'il faut faire étape par étape. Ça ne sert à rien d'anticiper les étapes et répondre à des choses qui n'ont pas lieu maintenant. Ben voilà, comme ça. Oui. Michel, quand on regarde la décision de Stavlo, je m'excuse, mais le seul argument qu'ils mettent, c'est qu'ils ont vu dans le rapport qu'on parlait des schistes ardoisiers et qu'on cite Stavlo. C'est vrai, on cite Stavlo. Mais si on regarde un petit peu plus loin, ils disent à part en France où il y en a peu, ça n'a été étudié quasi nulle part. Et l'ONDRAP n'a jamais étudié ça, donc tu comprends bien qu'ils n'iront pas. Et en plus, pas là où il y a de l'eau. En plus, ils disent de l'eau. Nulle part, c'est là qu'il faut aller. Oui, j'ai envie de dire que maintenant tout ça en Belgique, ce ne sera peut-être pas la bonne solution. C'est ça, parce qu'on ne sait pas. Mais ce sera la moins mauvaise des solutions. S'il vous plaît. Ce sera la moins mauvaise des solutions, mais il faudra trouver une solution. On ne pourra pas les envoyer chez quelqu'un d'autre. Il faudra qu'on les gère. On sera obligé de les gérer nous-mêmes. Alors, quitte à faire quelque chose, si on doit faire quelque chose, il faut faire quelque chose le mieux possible, enfin à mon avis. Michel, ce qui serait peut-être bien,
pour que ce soit clair dans la tête de tous nos citoyens jeanetois, c'est de formuler ce qui a été formulé maintenant et que tout le monde soit bien au courant de ce qui nous est demandé. Parce que les informations ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Ah, mais ça, oui, mais justement. Ah oui, là, je suis bien d'accord avec toi, Michel. Mais justement, c'est l'occasion de. Oui, on peut peut-être essayer de que faire. les citoyens soient bien au courant et que l'information soit claire pour tout le monde. Voilà. On essaiera de faire un article, peut-être de le mettre sur Internet. Je crois que ce ne serait pas mal. Je pense que De la première étape. la commission climat. Mais ça veut dire que la commission climat, on peut les voir sur la chaîne de la Chambre, où on peut voir les échanges avec les experts. Je crois que, moi je ne le suis pas en tout cas, je pense que c'est d'eux qu'on apprendra le plus. Et après, nous aurons le choix, nous, citoyens, de dire nous sommes pour ou contre. Mais je pense que les débats doivent d'abord se faire avec des personnes qui sont des experts dans ce domaine-là. Ce que je dis, c'est que tous les experts du nucléaire, ils viennent de l'industrie nucléaire. Oui. Maintenant, si tu dis dans les commissions, on peut les voir sur Internet, et là, c'est public. Oui, mais c'est mieux. Hein. Ok. C'est quand même mieux que les avis d'experts, ce soit des experts dans le domaine pour lequel on parle. Oui, par un marchand de chocolat. Tu sais, il y a parfois des scientifiques qui signent contre tel projet ou quoi, mais qui n'ont rien du tout à voir avec ce projet-là, qui sont parfois des scientifiques pensionnés qui font des biologies, qui étudient les escargots et qui donnent leur avis sur, je sais pas moi, sur les ondes électromagnétiques, par exemple. Bon, ok. Je pense qu'on peut peut-être essayer de faire un petit résumé, mais je crois qu'on a quand même bien débattu sur ce sujet-là et qu'on ne va pas répéter tout le temps la même chose. Enfin, j'espère. Sauf qu'il y a encore des personnes qui ont vraiment des questions à ce sujet-là. Oui, non. Bon, on peut passer à la question numéro 2, Didier. Voilà. Donc, au mois d'avril, pendant la période de confinement, Proximus a commencé l'installation d'une version allégée de la technologie 5G dans notre pays. La 5G est une nouvelle technologie de télécommunication censée multiplier par 10 la vitesse de transmission de données par ondes radio. Pour cela, il sera fait usage de fréquences différentes de celles utilisées jusqu'à maintenant. À l'heure actuelle, personne n'est en mesure de dire quels seront les effets de ces ondes à plus haute fréquence sur la santé humaine et sur l'environnement. Quand bien même ces ondes n'auraient qu'un effet thermique qui serait similaire aux technologies déjà existantes, le réseau 5G demandera un nombre d'antennes très largement supérieur, ce qui fait que nous serons noyés dans un océan d'ondes. Le réseau 5G est prévu pour être le support de l'Internet des objets, ce qui veut dire que la plupart des objets qui nous entourent au quotidien seront connectés à Internet. Nous pourrons ainsi récolter des informations sur nos habitudes de vie, sur nos déplacements, sur nos relations sociales et communiquer ces informations via le réseau 5G. Toutes ces informations, ce qu'on appelle le big data, pourront être utilisées par des entreprises ou des pays étrangers. Sans verser dans la paranoïa aiguë, on est quand même en droit de s'interroger sur cette intrusion dans la vie privée des citoyens. Quel pourra être le contrôle démocratique une fois que ces systèmes seront mis en fonction? La multiplication des antennes et des objets connectés aura aussi un impact significatif sur la consommation énergétique. Dans notre époque où une transition énergétique est indispensable pour essayer de minimiser les changements climatiques, cet aspect ne peut absolument pas être négligé. Les inconvénients présentés par la 5G sont très nombreux et bien plus importants que les avantages espérés de ces technologies. C'est pourquoi, partout dans le monde, les citoyens et des institutions s'opposent au déploiement de la 5G. La Suisse, par exemple, a décidé un moratoire qui suspend toute nouvelle installation. En Belgique, après le coup de force de l'opérateur Proximus, plusieurs communes ont refusé cette politique du fait accompli et ont suspendu le déploiement de la 5G sur leur territoire. Dans notre commune, des dizaines et des dizaines de citoyens ont manifesté leur opposition au déploiement de la 5G. Nous demandons que la commune de Jalais s'oppose à l'installation de toute infrastructure 5G sur son territoire jusqu'à nouvel ordre. Il est nécessaire que la population reçoive une information complète et objective et ensuite qu'une large consultation citoyenne soit menée avant que la commune de Jalais ne puisse prendre une décision éclairée et démocratique. Peut-on savoir quelle est la position du collège sur ce dossier? Ok, donc sur la 5G. Le déploiement, je suppose que tout le monde a pu le lire, je pense que le déploiement de la 5G a été interrompu, est mis de côté pour l'instant partout, par tous les opérateurs également. Donc,
rien ne bouge pour le moment. Au niveau du collège, comme on nous demande notre position du collège, nous avons déjà écrit à Proximus parce qu'on devait, il me semble, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, se prononcer justement sur cette 5G, etc. Et je peux vous dire qu'à la commune, nous n'avons jamais reçu aucune demande d'enquête, aucun document, et on n'a rien reçu pour l'instant à ce sujet-là, absolument rien. D'ailleurs, après ce collège, on a décidé d'écrire à Proximus pour qu'il nous envoie des compléments d'information. Et à ce jour, il n'y a encore jamais aucune information, rien du tout n'est revenu à la commune de Jalais. Donc, je ne vais pas dire qu'on va attendre indéfiniment qu'ils nous envoient quelque chose, mais je pense que la mise en place de la 5G, comme vous dites, soulève beaucoup d'interrogations sur la santé, sur l'environnement, sur beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire d'autres choses, c'est qu'à la commune de Jalais, on reçoit continuellement des plaintes de personnes qui habitent dans notre région et qui n'ont pas Internet à haut débit et qui pleurent tous les jours parce qu'ils n'arrivent pas à travailler, ils ne savent pas prendre Internet ailleurs que dans leur jardin, ils ne savent pas faire du télétravail, etc. Et on se bat, et on s'est battu, et on se bat encore, pour que Jalais n'ait plus des zones grises au niveau de la réception même d'un téléphone 2G. Il y a encore des endroits dans la commune où il n'y en a pas. On n'a aucune réception de rien. Et les gens se plaignent continuellement de ça. Alors maintenant, on développe, je crois qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs pour développer Internet. L'Internet, ils ont investi des millions, des dizaines de millions dans nos communes depuis 2 ans, pour essayer de supprimer ces zones grises. Alors, les deux câblés. Mais câblés et autres, parce que Proximus, ce n'est pas. C'est un câblé, mais oui, soit en fibre optique, soit en aérien. Mais on n'y est pas encore. Alors, moi, ce qui me fait bien rire, c'est qu'on dise que, oh oui, avec la 5G, on va savoir ce que je fais avec mon ça va être la 5G qui va être responsable de savoir où je fais, ce que je commande, ce que je fais, où je vais, etc. Non, c'est déjà en cours, ça existe déjà. Vous le savez bien, tout ce que vous envoyez tout ce qu'on envoie avec nos iPhones, nos téléphones, tout ça peut être capté par n'importe qui, donc ça ne va rien changer avec la 5G. La 5G, c'est plus cet Internet des objets, hein, de la domotique, etc. Domotique, pardon. Je crois que c'est l'évolution de notre société. Avant, les gens se plaignaient parce qu'on allait avoir des GSM, tout le monde allait mourir. Maintenant, on a la 3G, la 4G. On parle de la 5. Quand on aura la 5, on parlera peut-être encore d'une autre G, mais laquelle, je n'en sais rien. Mais ça, c'est l'évolution de la société. Il n'y a rien à faire. Et je ne pense pas. Et ça va peut-être traîner à un moment donné, mais vous allez voir que, et quand vous lisez tous les articles qui sont publiés sur la 5G, plus les pays vont traîner, il y a des pays qui peuvent peut-être se permettre parce qu'ils n'en ont peut-être pas besoin, parce que c'est des petits pays, etc. Mais plus les pays vont traîner dans cette application de la 5G, moins des entreprises viendront peut-être investir dans ces pays, parce qu'ils iront dans des pays où la 5G sera disponible pour leur robotique, etc. Mais tout ça est un débat gigantesque. Mais pour le moment, ici, au niveau du collège, nous n'avons jamais rien reçu comme information, comme document, comme demande d'enquête, etc. Et c'est bien malheureux. Et j'espère qu'on va le recevoir et qu'on va avoir des compléments d'infos et qu'on va soumettre cette 5G à une enquête publique ou je ne sais pas quoi, ou à un permis d'environnement, ou plein d'autres choses. Que ce soit la région wallonne qui en débat au niveau régional. Mais oui, mais quand tu vois au niveau régional, tout le monde se rejette la balle, personne n'ose décider. À Bruxelles, ils avaient décidé, puis maintenant ils ne décident plus, puis c'est un qui veut faire ça, puis on veut diminuer les normes d'émission, mais il n'y a plus rien qui bouge. Plus rien ne bouge, nulle part. Et c'est bien malheureux. Il faudrait avancer dans un sens ou dans l'autre. Mais on peut faire marche arrière aussi, on peut retourner au téléphone avec un fil. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, On a envie d'étudier. mais voilà. Et franchement, on a écrit pour avoir des infos, et j'espère qu'on va en recevoir.
Et j'espère que la région wallonne va faire son boulot et va bouger et prendre des décisions. Parce que maintenant, on entend qu'ils sont prêts à accepter les normes de l'OMS. Les normes de l'OMS, elles sont, je ne sais combien, je crois que c'est plus de 20 fois supérieur aux normes qui ont été demandées à Bruxelles. Donc, et Bruxelles, maintenant, ne veut même plus accepter ce genre de choses, donc ils veulent encore les diminuer. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est très complexe. Enfin, c'est complexe, mais c'est un. Je crois que c'est l'évolution de la société. Moi, à mon avis, on n'y échappera pas. On ne saura pas y échapper comme on n'a pas échappé aux iPhones, aux smartphones, à Facebook, etc. Ben, moi, je résiste à Facebook. Bon, voilà, je sais pas. Il y a d'autres remarques, d'autres questions? Bah oui, mais moi, je ne sais rien faire d'autre non plus. Hein, je vais pas. Question 3. La semaine dernière, le gouvernement wallon a décidé la mise en œuvre prochaine, en octobre 2020, d'une liaison par bus express Verviers-Lutschenbach, passant par la commune de Jalais. Le village de Jalais n'est pas bien desservi par les transports en commun, et nous pensons qu'il aurait été judicieux que la nouvelle ligne fasse un arrêt à Jalais-Centre. La commune de Jalais a-t-elle été consultée concernant l'itinéraire et les points d'arrêt dans notre commune, ou bien la commune a-t-elle remis le marqué de sa propre initiative? Est-ce que vous avez connaissance de l'itinéraire choisi, puisque la presse fait mention d'un arrêt à Solwaster, ce qui nous semble bizarre que de ligne express? Bon, Solwaster, c'est le sort du monde. Hein, je passe la parole à Michel Parot qui va nous expliquer. Concernant cette ligne d'urgence, ça on n'a jamais été contacté, on n'a jamais reçu de dossier. On a vu comme dans la presse qu'il y aura une ligne express de Malmedy à Verviers. Et cet article est revenu, je pense, vendredi passé, dans la presse. Et alors, si vous avez l'itinéraire, c'est vraiment une ligne express parce qu'ils quittent Malmedy, prennent l'autoroute, ils sortent de l'autoroute à Paroé, ils sortent de l'autoroute à Paroé, ils vont par la route nationale au parking de covoiturage à Solwaster. Là, il y a un arrêt. C'est à Verviers, c'est pas l'original. C'est là qu'on s'arrête. Au parking de covoiturage. Sur la route nationale, ça c'est l'arrêt. Et puis là, ils remontent sur l'autoroute, direction Verviers. Voilà une express. Et on n'a pas été consulté, on nous a jamais été consulté, on n'a jamais donné notre Oui, avis. parce qu'il y a une réunion de l'organe de consultation des bassins de mobilité ici, le 19 mai, et vous n'étiez pas informés. Non, c'est dommage. Et il est peut-être encore temps de réagir. Oui, mais il ne passera pas par Jalais, ça je peux vous le dire, parce que la ligne, elle prend l'autoroute de Malmedy sur Verviers. Hein. On a l'itinéraire avec extension de Verviers ou Pénès. C'est une plus grande déception parce que pas mal de Jalais, 2 ans, espéraient que cette ligne passe par Jalais. bien sûr, c'est Parce que Jalais est très mal desservi, il faut bien le dire, par les bus. Et ça aurait du sens, et surtout le dimanche aussi. C'était là, pourquoi les jours en semaine? Le problème, c'est que c'est un bus express qui prend l'autoroute. Si je veux dire, mais toutes les 2 heures. Oui. Ah, Par contre, Claude, il s'agit d'une ligne express qui, je pense, est surtout faite pour les étudiants, Oui, pour les personnes de Malmedy. Il y aura aussi bientôt une ligne qui desservira Eupen, vers la faille. Attends. Et donc, il est clair que si c'est une ligne express, bah, il faut 55 minutes de Malmedy à Verviers. Il faut que la ligne express, bah, elle soit plus rapide que 55 minutes, ou sinon, je ne vois pas l'intérêt, moi, d'une ligne express. Maintenant, ce qui est clair, là, on a la ligne du tram qui va bientôt être construite à Liège en 2022-2023. Et là, je vous rejoins à 100%. Je pense que le tram va libérer du charroi, des véhicules, aussi des travailleurs dont on aura bien besoin. Et je pense qu'à ce moment-là, comme le projet qui est en cours à Theux, on pourrait imaginer des connexions inter-villages pour améliorer le transit entre nos villages. Ça, c'est plus que nécessaire. Je pense qu'il n'y en a pas ici qui va me dire que c'est valable pour le moment. Je suis à 100% d'accord. Maintenant, pour ce qui est de la ligne express, bah, effectivement, son rôle premier, c'était d'être plus rapide que la ligne habituelle. Et donc, forcément, bah, elle ne peut pas s'arrêter dans le centre de Solwaster. Maintenant, ce que j'entends aussi, et j'en terminerai avec cela, c'est que j'ai vu qu'il y allait avoir une diminution du tarif. Donc normalement c'était 5 € par trajet pour les étudiants. Ce qui moi, je trouvais ça vachement cher.
Ici, apparemment, ils vont réduire de moitié en essayant d'aller vers une espèce de gratuité pour les moins de 25 ans. Alors ça, c'est évidemment aussi à vérifier, mais voilà, je pense qu'on doit travailler sur plusieurs pans et que c'est sûr que ça va sûrement intéresser les Jalettois de prendre le bus là-haut à Solwasters. Évidemment, on aimerait bien qu'il y ait un bus qui passe aussi dans Solwasters, mais je pense que les deux, on doit trouver une connexion entre ces deux systèmes pour pouvoir améliorer la mobilité, parce qu'il faut saluer que pour l'instant, je suis convaincu que moi j'ai toujours milité aussi pour la mobilité, le vélo, on parle beaucoup du vélo sur les circuits courts, j'en fais presque tout le temps, et donc aller travailler en vélo chez Succès, mais le bus restera quand même quelque chose qui nous permettra de diminuer voilà, le flux de voitures, et donc on doit tous travailler dans ce sens-là. Les communes, je regrette que la commune de Jalais n'ait pas été conviée à cette réunion-là, vraiment, je trouve ça étrange, mais je pense que les deux sont conciliables, tu vois, de pouvoir créer un projet avec des bus qui nous permettraient de faire une connexion entre les villages et d'additionner à cela un bus plus rapide qui permettrait aux étudiants de rejoindre l'université, la gare de Verviers, etc. Je pense que c'est un enjeu majeur et qu'il est, comment vais-je dire, qu'on doit le voir dans sa globalité comme un PCM, quoi. Voilà, c'est pas du tout une remarque négative que je fais, mais c'est juste une réflexion que je porte là. C'est vrai que je disais, on est un peu déçu parce que quand on a vu Verviers et Jalais Malmedy, on s'est dit il va monter, puis on va à la fin, mais. Oui, on y a ça ne sera pas express, ça. On y a cru, hein. Ça sera pas express, mais en plus. Et tout à l'heure, quand je dis le dimanche, je disais justement, c'est beaucoup d'étudiants qui font le dimanche, justement. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour que la commune. Non, de toute façon, je crois que le trajet du bus express, il est défini. Parce que s'il commence à s'arrêter partout, aller dans tous les petits villages, il n'est plus express. Hein. C'est un bus, une liaison normale de lignes, mais qui doivent être revus aussi parce que les horaires ne correspondent plus nécessairement aux besoins actuels. Ce type de bus-là existe déjà dans le Namurois pour relier Namur à et dans le Namurois aussi, pour relier Namur à Liège. Et le but de la mise en service de ce trajet-là, c'était, comme l'a dit notre collègue, c'était de prendre en charge des étudiants principalement et désengorger les voies rapides. Donc les voies rapides, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pour remplacer le charroi d'autoroute et aussi en pratiquant des tarifs probablement différenciés par rapport au prix des véhicules, des voitures, certainement pour remplacer ce qui se passe sur les autoroutes et les grandes voies. Donc c'est le but de ce genre de transport-là. Et apparemment il y a un gros succès qui a été là au démarrage, mais apparemment il y a encore beaucoup de succès pour le moment. Et je pense qu'ils vont étendre ce type de circuit-là dans une grande partie de la ville. 50% du trajet sont sur l'autoroute. L'autoroute. C'est pas ça. Voilà. Qui justifie l'express. Question 4. Nous avons ouï dire que l'agent constatateur de la commune, qui était employé à mi-temps par Jalais et à mi-temps par Spa, a maintenant été engagé comme agent technique par la commune de Spa. Est-ce exact? Est-ce qu'il ne travaille plus pour la commune de Jalais? Dans ce cas, est-il prévu de le remplacer? Et alors, pouvez-vous nous indiquer le nombre d'infractions environnementales constatées pour l'année 2019 et si possible pour début 2020? C'est vrai que l'agent technique, il était engagé, enfin, notre agent constatateur a été engagé comme agent technique par la commune de Spa, mais il est toujours sur la commune de Jalais. Oui, mais enfin, il est toujours sur la commune de Jalais. Donc il a un mi-temps à Jalais, un mi-temps à Spa, en plus encore 3-4 ans. Ça relève du coup. Ça, c'est. On parle de la fonction, on parle de ce qu'il peut faire. On en parlera après si tu veux, mais il est toujours à Jalais. Alors, si tu veux savoir le nombre d'infractions environnementales constatées pour l'année 2019, au niveau environnemental, il y a eu 4 dossiers, il y a eu 3 dossiers avec des amendes et 1 non-lieu. Pour l'année et au 31/12/2019, il y avait encore 3 dossiers environnementaux en cours. Alors, si tu veux, pour l'année 2018, parce que je me dis, il faut quand même que j'aie une comparaison de quelque chose,
il y a eu 4 dossiers d'environnement avec amende. Il y a eu plus de dossiers, mais il y a eu beaucoup de non-lieux et beaucoup de classements sans suite. Donc je pense que maintenant, il maîtrise très bien les dossiers dans lesquels il sait bien où il va y avoir, où le dossier est suffisamment bien ficelé, et bien, pour donner vraiment lieu à des amendes, que de renvoyer plein de dossiers qui sont classés comme ça en non-lieu ou sans suite. Si je peux me permettre, il n'a pas fait que ça. Non, il fait énormément de médiation aussi. Et je pense que c'est l'essentiel de son travail. Oui, oui, il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que les dossiers environnementaux. Hein, parce qu'ici, on parle de dossiers environnementaux, mais il y a aussi tous les dossiers SAC. Hein, ça, c'est encore. Mais ça, il intervient dedans aussi. Il intervient dans les infractions urbanistiques aussi. Dans les constats de première intention dans les dossiers urbanistiques. Il fait énormément de choses. Il ne faut pas se braquer que sur des dossiers environnementaux. Mais comme ta question pour porter là-dessus, je ne te parlais que de ça, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les voiries aussi, les dossiers d'infraction voirie. Quand j'entends tout ce qu'il y a, et c'est ça l'engagement d'un agent à temps plein, j'entends toute cette charge de travail qui doit être assez vraiment important, de penser qu'un agent à mi-temps est capable de gérer tout ça. Toutefois, on le voit via les réseaux sociaux, il y a des personnes qui relaient pour ça, et effectivement, on remarque qu'il y a quand même pas mal d'agissements et de travail pour cette personne-là. Donc, clairement, il y a vraiment du boulot. Oui, mais je pense que le travail qu'il fait est vraiment très très bon. Je n'ai rien à lui reprocher. Non. Il est très efficace. Je pense que la commune est de plus en plus, on va dire, propre. Mais elle n'a jamais été très très simple. Mais il y a de moins en moins de gros dépôts de déchets. De moins en moins. Il y en a encore, mais les gens qui se sont fait prendre, ils ont tellement quand même payé cher que maintenant, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui réfléchissent. Mais de là à dire que quelqu'un à temps plein pour s'occuper de ça, pas sûr. Pas sûr, hein, je dis bien pas sûr. Mais voilà, j'ai répondu à votre question. D'autres questions? Ah oui. De temps en temps. Réfléchissez au début oui, nous avons appris que le collège se penchait sur la problématique de la santé financière de certains clubs sportifs suite à la situation actuelle. C'est une excellente idée, bien entendu. Mais on s'est dit, tiens, mais pourquoi ne pas consulter aussi les autres associations qui ont été impactées aussi par la pandémie. Je pense par exemple, on avait un exemple simple, c'était les jeunesses de nos communes qui ont dû arrêter toutes leurs activités et qui n'ont plus de rentrée financière. Il suffit de penser au Létaré qui a été annulé 12 semaines avant la date, parce que voilà, c'était un situation avec ça. Donc, on se demandait s'il ne serait pas intéressant de consulter tout le monde, parce que les clubs sportifs, d'accord, pourquoi pas les autres associations qui ont été fortement impactées. Et voilà, en priorité aussi les jeunesses de nos villages. Il y en a qui vont être dans le rouge. Jusqu'à présent, normalement non, parce que je vais se dire que l'État ou le carnaval n'a pas eu de rentrée, depuis le dépense. Il n'y a pas eu de dépense, oui. La France, on ne sait pas comment ils vont remplir le. Il faut se dire aussi que le carnaval, c'est une perte d'argent pour les comités. Pour les comités. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été organisées après. Pour perdre de l'argent, donc, si on n'organise pas, normalement, on ne sait pas plus que ce qu'on fait quand on organise. Non, c'est que le jour fait, c'est vrai qu'il n'y a plus de rentrée, jusqu'à la soirée. Mais on peut élargir. On peut élargir, il n'y a aucun problème. Au niveau des clubs sportifs, on va pouvoir bientôt faire le point. Non, on aurait aimé pouvoir vous dire aujourd'hui, Alexandre, mais on a eu la dernière réponse de Véronique là. Je suis passé juste après le collège qui était pas du jour. Il avait un mot, moi, ouais, alors, d'élargir aux sociétés. Oui,
élargir. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont dans la dèche. Non, mais il y a des communautés qui n'ont pas Mais non, mais ce organisé. serait pas plus de dire qu'on peut-être partout, quoi. Voilà. Oui, j'entends pas. Pardon? Le comité culturel, j'ai reçu un courrier aujourd'hui de René Firnet à 6h du soir. Ah ben voilà. Vous voyez que on peut l'étendre pour le prochain conseil. Peut-être que ça a un impact total. Voilà, c'est une proposition. Ouais. Pas de problème. Il faut savoir également que sur le site de la Fédération de Bruxelles, il y a un subside qui s'appelle le subside Covid-19, où toutes ces ASBL, qu'elles soient folkloriques, culturelles ou sportives, et qui ont engagé de l'argent pour des manifestations qui n'ont pas eu lieu, pourraient être dédommagées par la Fédération de Bruxelles. Et donc là, peut-être il y a matière en termes de communication, peut-être pour des ASBL qui seraient intéressés par cela, de leur dire que ça existe. Ils n'ont pas encore le formulaire. Ils n'ont pas encore émis le formulaire. Donc, directement, il faut mettre le formulaire en ligne. On les donnera aux clubs. C'est uniquement avec le club sportif. Bon, pas d'autres Je questions? pense pas que ce soit pour les sportifs. Non. 4 millions, ils ont débloqué 4 millions d'euros. Ici, ça compte 50 millions. C'est pour la culture, les sports et les téléfolklore. Donc, Covid-19, le site subside. Et donc, Encore des autres, mais ils vont encore venir des autres propositions, des autres aides. Une organisation qui ne s'est pas faite, et ils ont eu le remboursement. Oui, ils n'ont pas signé un prix. C'est bien que la commune puisse directement renvoyer vers. Bon, bah oui, c'est ce qu'on va faire, hein, le plus vite possible. On a des atouts. Ok, oui. Je voudrais simplement terminer par un remerciement, une fois n'est pas coutume. C'est vous remercier d'avoir accepté le débat comme nous l'avons souhaité. Écoutez, on ne vous a jamais dit qu'il n'y en aurait pas, on vous a juste rappelé le règlement d'ordre intérieur. Mais ça s'est très bien passé, je trouve. Eh bien voilà, merci à toutes et à tous, et on termine ici les points de l'ordre du jour de la séance publique. Merci et bonne soirée à toutes et à tous.